À Thanksgiving, ma sœur s'est levée, a tapé sur son verre et a annoncé, comme si elle acceptait une récompense, que « maman et papa me cèdent la maison. Maman et papa me cèdent la maison. Émilie n'aura rien. » La salle s'est mise à applaudir, à siffler. Quelqu'un a même crié « Il était temps !» Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste souri, comme on sourit quand une tempête éclate, mais qu'on sait déjà que le toit est à eux, pas à vous. J'ai posé ma fourchette. Papa, dis-je doucement, dois-je leur dire? Ou le feras-tu? Le visage de ma sœur s'est vidé, elle s'est figée. Et à ce moment-là, tout le monde a su que quelque chose se préparait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après ce silence, dites-moi d'où vous écoutez ce soir? Il est bon de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu dans des familles comme la mienne. Je m'appelle Émilie Nolan, et si vous aviez rencontré ma famille avant ce Thanksgiving, vous auriez pu penser que nous étions proches. Le genre d'image du Midwest que les gens affichent sur les cartes de vœux, avec des pulls assortis, des sourires devant un sapin, en prétendant que nous n'avons jamais haussé le ton. Mais les familles comme la mienne ne se brisent pas de manière bruyante et évidente. Elles se brisent en silence, par de petits choix, en écoutant ou en ignorant les autres. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu dans un espace silencieux où les gens ne vous remarquent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Jenna, ma jeune sœur, n'a jamais connu cet espace. Elle était la préférée, brillante, bruyante, pleine de charme. Le genre de fille que les proches adorent lors des réunions, la qualifiant de naturelle et d'étincelle. Je ne la détestais pas pour autant. J'ai simplement appris très tôt qu'il me faudrait construire ma vie par moi-même, car rien ne me serait jamais donné comme à elle. En grandissant, j'ai vu mes parents consacrer toute leur attention à Jenna, comme si elle était une plante qui avait besoin d'être arrosée en permanence. Cours de danse, colonies de vacances, leçons privées, autant de choses que l'on me disait ne pas pouvoir s'offrir lorsque je le demandais. Plus tard, quand j'ai déménagé à Chicago pour le travail, ils ont dit que c'était égoïste, que choisir l'indépendance signifiait que je les abandonnais. Pendant ce temps, Jenna est restée près de nous, nous rendant visite tous les week-ends, se glissant dans ce petit moule parfait qu'ils avaient créé pour elle. Pourtant, je continuais à rentrer à la maison pour les vacances. Pour ma grand-mère, surtout. Les cheveux argentés d'Evelyn Nolan, la seule personne de la famille qui me regardait avec une réelle fierté. Quand elle me prenait dans ses bras à la porte, je n'avais pas l'impression d'être obligée. J'avais l'impression d'être vue. Elle me tapotait la joue. Murmurait quelque chose comme « Tu es plus forte qu'il ne le pense », puis se glissait à nouveau dans son fauteuil, comme si elle ne venait pas de me donner assez de carburant pour tenir une année de plus. Ce Thanksgiving m'a semblé étrange avant même de commencer. L'air de la maison était différent. Épais, plein d'attente, comme si tout le monde avait été mis au courant d'un secret que je n'étais pas censée entendre. Maman tournait autour de la cuisine avec ce sourire crispé qu'elle arbore lorsqu'elle cache quelque chose. Elle ne rencontrait pas mes yeux plus d'une seconde. Jenna n'arrêtait pas de brosser les peluches de sa robe, même si elle était parfaitement propre. En entrant dans la salle à manger, j'ai remarqué une autre chose. La chaise vide à côté de la mienne avait disparu. Ni déplacée, ni écartée, elle avait disparu. J'aurais dû m'en douter. On aurait pu penser que la chaise vide aurait été un avertissement suffisant, mais dans ma famille, les signes sont toujours silencieux avant d'exploser. Je me suis quand même assise, j'ai lissé ma serviette sur mes genoux et j'ai fait semblant de ne pas remarquer la façon dont les conversations baissaient à chaque fois que j'entrais dans la pièce. Elles s'arrêtaient pendant une seconde, comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche muet, puis reprenait avec des rires forcés dès que je passais. Jenna flottait comme la star de son propre défilé, vérifiant les réglages de la table, fixant les angles du centre de table, chuchotant à maman de petites remarques qui les faisaient sourire toutes les deux. De temps en temps, elle me regardait avec un sourire crispé, poli mais creux, comme si j'étais une collègue de travail qu'elle tolérait à peine. Et elle n'en a pas toujours été ainsi. Pendant longtemps, Jenna et moi n'avons été que deux enfants, partageant une chambre, se passant des notes sous la porte quand nous étions censés dormir. Elle me tressait les cheveux, me volait mes pulls. Me suppliait de la conduire partout une fois que j'aurais mon permis. Mais quelque part entre le lycée et l'âge adulte, quelque chose a changé. Elle s'est confortablement glissée dans le rôle que mes parents lui avaient construit, celui de la fille parfaite, tandis que je sortais tranquillement du cadre. Et la situation de la maison a commencé 6 mois plus tôt, bien avant l'annonce de Thanksgiving. C'est par un samedi humide de juin que maman m'a appelé pour me demander de venir à la maison pour quelque chose d'important. Pas de détails,
pas d'avertissement. Lorsque je suis arrivée, ils m'ont conduit directement à la table à manger, celle-là même où tout allait s'écrouler plus tard. Papa avait préparé un dossier comme s'il s'agissait d'une présentation. Maman souriait trop fort, comme si son visage lui faisait mal à force de s'étirer. Chérie, commença papa, nous refinançons la maison. Une simple signature. De meilleur taux. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Même à ce moment-là, quelque chose en moi s'est tendu. Ma famille ne m'a jamais demandé de l'aide, à moins qu'elle n'ait besoin de plus que ce qu'elle voulait bien admettre. J'ai feuilleté les documents, le cœur battant la chamade tandis que j'essayais de comprendre les chiffres. Il y avait trop de pages, trop de montants noircis, trop d'explications hâtives. Je peux les prendre avec moi? Ai-je demandé, en gardant une voix égale. Mon avocat peut les regarder. Le silence qui a suivi m'a tout dit. Le sourire de maman affaibli. Papa a refermé le dossier trop vite, comme s'il regrettait de l'avoir placé devant moi. Ce n'est qu'une formalité, insiste-t-il. Pourquoi se compliquer la vie, mais j'ai quand même pris le dossier. De retour à Chicago, mon avocate a feuilleté les documents, les sourcils se haussant à chaque page. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas tergiversé. Elle m'a appelé le lendemain matin. Il ne s'agit pas d'un refinancement, m'a-t-elle dit. C'est un transfert de responsabilité. Si vous signez, vous êtes responsable de leurs dettes, j'ai regardé le téléphone, engourdi. Quelle dette? Elle m'a expliqué lentement, soigneusement, une deuxième hypothèque, des mois de paiement manqués, des lettres de saisie, des choses dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et au moment où j'ai compris, quelque chose en moi s'est mis en place. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid, de plus stable. 2 mois plus tard, papa a rappelé, cette fois pour demander de l'argent. Pas un prêt, pas de l'aide, de l'argent. Il a dit que c'était pour les frais médicaux de maman, mais quand j'ai proposé de payer directement l'hôpital, il s'est effondré. L'histoire a changé. Et la vérité a éclaté, paiement tardif, échéance, désespoir, et maintenant, assise à cette table de Thanksgiving, regardant Jenna briller sous l'attention de tout le monde. Le poids de ces 2 mois s'est pressé contre mes côtes. Il ne lui donnait pas la maison. Il lui donnait la dette, et ils attendaient de moi que je reste tranquillement assis à côté d'elle pendant que cela se passait. À 8 mois de novembre, le secret s'est installé entre mes parents et moi comme un fil électrique. Nous n'avons pas parlé des papiers que j'ai refusé de signer ni de l'appel au cours duquel papa a admis la vérité. Nos conversations se réduisaient à des mises à jour météorologiques et à des questions sur le travail, comme si une petite conversation pouvait couvrir un cratère. Il ne savait pas que j'avais fait plus que refuser. J'ai consulté moi-même les registres de propriété. Je savais qu'il y avait une deuxième hypothèque, que les intérêts les rongeaient, que l'horloge de la saisie tournait déjà. Ils se noyaient et essayaient d'entraîner quelqu'un d'autre dans leur chute. Au début, j'ai pensé que ce quelqu'un devait être moi. J'étais celui qui avait un emploi stable à Chicago, pas d'enfant, la personne qu'ils considéraient comme un filet de sécurité auquel ils avaient droit. Leur dire non, c'était comme apprendre une nouvelle langue qui avait le goût de la culpabilité. Puis Jenna a commencé à poster des indices en ligne, des légendes sur les grands changements, des photos sur le porche d'entrée avec nos parents, des blagues sur le fait d'être prêt à devenir propriétaire. Chaque message était comme une nouvelle pièce qui se mettait en place. Une semaine avant Thanksgiving, maman a appelé pour dire à quel point Jenna était enthousiaste à l'idée de recevoir plus souvent une fois que les choses seraient réglées dans la maison. Elle l'a dit avec légèreté, comme si la maison était un héritage précieux, et non une bombe, qu'elle emballait dans un nœud. C'est ce soir-là que j'ai cessé d'espérer qu'il s'en sorte tout seul. J'y suis allée à mon bureau. J'ai sorti un dossier et j'ai commencé à le remplir. Des copies des paiements, des avis de retard, des pages récapitulatives qui montraient exactement à quel point ils étaient enfoncés. Je n'avais pas l'intention de les humilier. Je voulais m'assurer que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas où il mettait les pieds. Le matin de Thanksgiving, j'ai repris la route avec ce dossier dans mon sac et un nœud dans l'estomac. Une partie de moi voulait encore croire qu'ils me prendraient à part, qu'ils admettraient que le plan était allé trop loin. A eu lieu de cela, maman m'a accueilli à la porte avec un câlin serré qui sentait le parfum et l'attention. Tu es magnifique, m'a-t-elle dit. Jenna va être ravie que tu sois là. La façon dont elle a dit Jenna, et non nous, m'a tout dit. À l'intérieur, la salle à manger était prête. Des feuilles supplémentaires sur la table, des verres brillants.
Toutes les chaises occupées sauf la mienne. Ma grand-mère a attiré mon attention depuis sa place habituelle et m'a fait un petit signe de tête, comme si elle en savait plus que ce qu'elle disait. Alors que je me glissais à ma place, ma main effleura le bord de mon sac. Papier contre toile. Preuve contre déni. S'il transformait ce dîner en spectacle, j'en avais assez de jouer les figurants discrets. Lorsque ma sœur s'est levée de son siège et a tapoté son verre, je savais déjà que j'allais assister au lever de rideau d'une représentation qu'ils avaient répétée sans moi. Jenna se tenait là, rayonnante, ses cheveux bouclés à la perfection, le collier que lui avait offert notre grand-mère captant la lumière comme s'il avait été choisi spécifiquement pour le moment qu'elle s'apprêtait à voler. Maman et papa me cèdent la maison, a-t-elle annoncé. Sa voix étant suffisamment claire pour traverser toutes les assiettes et tous les verres. Émilie n'aura rien. Et la salle a explosé avant même que la signification n'ait fini de s'imposer. Des acclamations, des applaudissements nourris, quelques sifflets et le genre de rire que les gens utilisent lorsqu'ils pensent soutenir quelque chose de bien. Quelqu'un a même donné une tape dans le dos de papa. Ma mère s'est tamponnée le coin de l'œil comme si elle assistait à des fiançailles. Je n'ai pas touché à mon verre. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste regardé Jenna et j'ai souri. Pas large, pas chaleureux. Le genre de sourire qui contient le poids de tout ce que vous ne dites pas encore. Puis j'ai posé ma fourchette dans mon assiette et j'ai demandé à papa, je leur dis où tu le fais. L'effet a été immédiat. C'est comme si mes mots avaient coupé un fil. La pièce est tombée dans un silence si lourd que je pouvais entendre le tic-tac du radiateur. La main de papa a glissé. Sa fourchette a heurté l'assiette avec un bruit métallique qui a résonné. L'expression de Jenna s'est figée. Dites-nous ce que, autour de nous, les membres de la famille se sont penchés en avant, sentant le drame. Ma grand-mère expira brusquement, comme si elle avait attendu que quelqu'un, n'importe qui, arrête de prétendre que tout allait bien. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti le dossier et je l'ai posé devant moi. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai laissé là, comme une menace silencieuse. Avant de fêter l'obtention de la maison par Jenna, dis-je calmement, tu devrais probablement savoir dans quel état elle se trouve. Papa a essayé de se reprendre. Émilie, pas ici. Pourquoi? Je lui ai demandé. Tu n'étais pas gênée quand tu as décidé de lui céder la maison sans lui parler de la dette. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont tues. Jenna s'est raidie comme si quelqu'un avait tiré une corde en elle. Quelle dette, s'est-elle exclamée. J'ai finalement ouvert le dossier. Une pile de paiements, de factures et d'avis de retard nous fixait. J'ai fait glisser une page vers l'avant, la ligne de résumé en gras. Voilà, je suis en retard dans mes paiements, ai-je dit. Pour 2 hypothèques. La deuxième a été contractée sans que personne ne le sache. Ils sont à quelques mois de la saisie, peut-être à quelques semaines. Ma mère a porté la main à sa bouche. Mon père a rougi. Jenna a cligné des yeux comme si elle avait été giflée. Ce n'est pas vrai, dit-elle en haussant le ton. Il me l'aurait dit. Est-ce qu'ils t'ont dit, ai-je demandé, les yeux fixés sur les siens, que la maison est assortie d'une dette de plus de 100 000 $? Que si vous signez ces papiers, vous êtes responsable de tous les retards de paiement et de toutes les pénalités. Quelque chose s'est fissuré dans son expression. Le doute s'installe. Le père essaie à nouveau. Tu donnes l'impression que c'est pire que ça ne l'est, Émilie. Nous nous en occupons. Et j'ai montré une autre page. Parce que celle-ci dit que la banque n'est pas convaincue que vous vous occupiez de quoi que ce soit. Il s'est jeté en avant comme s'il pouvait m'arracher le papier des mains devant 20 témoins. Je l'ai retiré avant qu'il ne puisse le toucher. Arrêtez. Maman m'a supplié. S'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui. Pourquoi? J'ai demandé. Vous avez commencé à vous déplacer sur vos chaises, certains mal à l'aise, d'autres nouvellement curieux, quelques-uns ouvertement furieux d'être inclus dans ce spectacle auquel ils n'avaient pas été préparés. Ma tante Diane a été la première à prendre la parole. Daniel, dit-elle brusquement, est-ce vrai? Papa n'a pas répondu. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait craquer. Maman a enfoui son visage dans sa serviette. Jenna a regardé entre eux et moi. Mais ils ont dit que la maison était à moi. C'est une échappatoire pour eux. Ils avaient besoin de quelqu'un pour supporter la dette. Ils ont d'abord essayé de me piéger. Quand ça n'a pas marché,
ils t'ont choisi. Jenna est restée figée dans sa robe à paillettes, tremblante. Son fiancé Tyler s'éloigna légèrement d'elle, comme s'il n'était pas sûr de devoir être associé à tout cela. Est-ce qu'elle ment, a-t-il demandé à mes parents. Maman sanglote. Papa n'a pas levé les yeux. C'était suffisant. Tyler a repoussé sa chaise et s'est levé. Tu m'as dit que la maison était payée. Tu as dit que nous aurions un nouveau départ. Jenna lui tendit la main, mais il recula. Tu t'attends à ce que je commence une vie sur un bateau qui coule, Tyler, dit-il. La voix tremblante entre la colère et l'incrédulité. S'il te plaît, il secoua la tête. Je ne me marierai pas avec ça. La salle halta collectivement lorsqu'il passa devant la dinde, devant mes parents stupéfaits, et franchit la porte d'entrée sans se retourner. Les jambes de Jenna ont lâché. Elle s'est laissée tomber sur sa chaise, les mains tremblantes, le mascara maculant ses joues. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à la petite fille qui se glissait dans mon lit après ses cauchemars. Ce n'est pas ma faute, a-t-elle chuchoté. Je ne savais pas. Je sais, ai-je dit à voix basse. Papa a claqué sa paume sur la table. Tu as tout gâché. Je l'ai regardé fixement. Non, tu as tout gâché à la minute où tu as essayé de transmettre tes dettes à tes enfants comme s'il s'agissait d'un héritage. Tu es en train de déchirer cette famille, sanglote maman. Elle était déjà brisée, ai-je dit. Je refuse juste de continuer à balayer les morceaux sous le tapis. Un murmure s'éleva parmi les membres de la famille, accord, déception, jugement, le genre qui pique davantage parce qu'il vient de témoins qui ont tout vu. Ma grand-mère se leva lentement, s'aidant de la table pour garder l'équilibre. Sa voix, bien que fluette, avait plus d'autorité que celle des autres. Je t'ai enseigné mieux que cela, dit-elle à mon père. Tes filles ne sont pas des canots de sauvetage dans lesquels tu peux monter. Mon père s'est recroquevillé. Maman a pleuré plus fort. Jenna a finalement levé les yeux vers moi, les yeux creux. Que dois-je faire maintenant? La question était plus profonde qu'elle ne le pensait. Non pas parce que j'avais la réponse, mais parce qu'elle demandait enfin à la bonne personne, non pas aux parents qui avaient construit ces illusions, mais à la sœur qu'ils avaient mise de côté. Avant que je puisse parler. Quelqu'un a frappé à la porte. Très fort. Toutes les têtes se sont tournées. On a frappé à nouveau, plus fort. Papa a froncé les sourcils. Et la porte s'est ouverte et une femme est entrée. Tailleur sobre, badge accroché à la ceinture, expression calme et indéchiffrable. Mais Madame Nolan, demanda-t-elle. J'ai besoin de vous parler de votre dossier hypothécaire. La pièce a de nouveau explosé, cette fois dans une vague d'incrédulité. La mère s'est presque effondrée. Le père est devenu tout blanc. Jenna s'est agrippée au bord de la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Je n'ai pas bougé. J'y suis restée assise, respirant lentement, regardant la vérité atterrir enfin là où elle devait être. Pourquoi est-elle ici? Papa a chuchoté. La voix fêlée. L'enquêteur n'a pas bronché. Nous avons reçu un rapport faisant état d'une mauvaise conduite financière potentielle. J'ai quelques questions à vous poser. On aurait pu entendre une épingle tomber. Plus personne n'applaudit. Émilie, sanglote maman, dis-lui que tu as mal compris. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Pas encore, parce que la vérité commençait à peine à se dévoiler. Lorsque l'enquêtrice est entrée dans la maison, tout ce qui avait permis à mes parents de rester unis s'est effondré. Elle a posé des questions calmes et mesurées sur les retards de paiement, les avis, la deuxième hypothèque, et chaque réponse qu'ils évitaient rendait la pièce plus petite. Les proches se sont éloignés d'eux comme s'ils s'éloignaient d'un incendie. Jenna est restée assise, immobile, les mains tremblantes sur ses genoux. Elle n'était plus en colère, mais vide, comme si quelqu'un l'avait vidée de ses couleurs. Ma grand-mère se tenait derrière elle. Posant une main sur son épaule, ferme et silencieuse. Lorsque l'enquêteur est parti avec les documents, la maison est tombée dans un silence pesant. Maman a essayé de m'attraper. Le père a marmonné que j'allais les embarrasser. Ni les excuses ni les reproches n'ont abouti. J'ai pris mon manteau. Jenna a chuchoté, ne pars pas. Je serai toujours là, lui ai-je dit. Mais plus pour leurs mensonges. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Mes parents ont été contraints de faire face à ce qu'ils avaient construit, couche après couche de secrets, d'excuses et de dettes.
La maison a été mise en vente. Ils ont déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Plus de grandes annonces. Fini les illusions de l'enfant chéri. Jenna a commencé une thérapie. Elle m'appelait souvent, parfois pour pleurer. Parfois simplement pour s'asseoir en silence au téléphone. Elle m'a dit qu'elle comprenait enfin pourquoi j'avais arrêté de laisser nos parents parler pour moi. Parce que pour moi, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû savoir il y a des années, dire la vérité n'est pas une trahison. La cacher-les. Et les familles construites sur le déni finissent toujours par s'effondrer. Si vous avez déjà eu à vous tenir seul à une table pleine de gens qui prétendent vous aimer, dites-moi d'où vous écoutez. Après avoir entendu mon histoire, qu'auriez-vous fait? You can probably see it on my face even, 'cause I'm hearing exactly what you're hearing. I try to resist the brain melting, but I just can't. It's too powerful. I can feel it infecting my mind. Putting me into that trance-like state, like state, like state. Relax. It's a little